Bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy, mais plus précisément à Final Fantasy VII Remake. Ça fait quand même plusieurs mois, on va dire 2-3 mois, qu'il y a souvent la même question qui revient, ce qui est tout à fait normal. Cal, qu'est-ce que tu penses de la suite de Final Fantasy VII Remake, mais surtout, comment vois-tu la suite du remake? Alors voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos, ça veut dire... Ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps, parce qu'une fois que je commence à parler d'FF7 Dream, j'arrive plus à parler d'FF7 Remake, on ne peut plus m'arrêter. Alors, ma vision des choses à moi, c'est que j'aimerais que l'open world, en fait, vu que maintenant on va quitter Midgar, on a fait quand même, allez, tout le jeu, c'est que dans Midgar. Maintenant, Square Enix, en fait, doit décider de l'endroit où va s'arrêter Final Fantasy VII Remake partie 2. Pour l'instant, on ne sait pas combien de parties il va y avoir dans ce remake. J'espère qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Mais si on s'arrête à Midgar, comment ça s'est bouclé? On voit qu'on a réussi à avoir Nanaki ou encore Red 13. En tant que personnage guest, on ne peut pas le jouer. Il est dans l'équipe. On va dire que c'est le CPU qui le joue tout simplement. Si on suit cet ordre, en fait, une partie va nous ramener un personnage. Mais si on va dans cette vision, on doit encore récupérer Yuffie, on doit encore récupérer Vincent, on doit récupérer Sid et on doit encore récupérer ce vieux crevé de Kite Sid, qui moi, j'aime pas ce perso. Si on suit la logique des choses, normalement, Yuffie et Vincent sont obligatoirement dans l'équipe. Je m'explique. Maintenant, depuis FF7 original, Yuffie et Vincent sont devenus des personnages indispensables à la saga. Voire, à part Cloud ou encore Iris, ce sont des personnages quasi préférés de beaucoup de personnes. Ce que je peux comprendre. Et pourtant, dans l'original, ils ne sont qu'optionnels. Oui, optionnels. Ça veut dire que tu peux faire tout le jeu FF7 sans les avoir dans ton équipe. Et maintenant, quelqu'un qui connaît FF7 à partir de maintenant, c'est juste impossible. Yuffie, elle apparaît dans Kingdom Hearts, elle apparaît dans les jeux de combat, elle apparaît dans les jeux de plateau, elle a une aura énorme par rapport aux Japonais. Vincent, j'en parle même pas. Il y a carrément eu un jeu exprès pour lui sur PlayStation 2, Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus. N'hésitez pas à aller voir mon let's play sur ce dernier qui est maintenant complet. Il a 11 épisodes. Maintenant, on peut dire que ces deux personnages vont faire partie intégralement de l'équipe. Beaucoup disent que la journaliste dans FF7 Remake, la petite jeune là avec son chapeau et ses longs cheveux, c'est Yuffie. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui tendent vers ça. C'est pas le sujet de la vidéo, mais dans cette vidéo, je vais plus me concentrer sur Vincent et comment entrer Vincent dans la partie 2 de Final Fantasy VII Remake. D'après mon avis, Vincent va être un personnage guest, tout comme Nanaki. On va le trouver dans le jeu, c'est-à-dire à Nibelheim. On va devoir faire sa quête pour le sortir de son cercueil. Et à ce moment-là, il va être un guest jusqu'à la fin du jeu. N'oublions pas que Yuffie, on peut la voir encore plus tard dans le jeu, parce qu'on va la rencontrer plusieurs fois. Dans Final Fantasy VII Remake, partie 2, je pense qu'on n'aura que Vincent. Parce que on voit beaucoup, en tout cas moi je cherche beaucoup dans tout ce qui est japonais, l'un des personnages qui est le plus demandé par les Japonais, c'est Vincent et Yuffie, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense qu'on va plus se concentrer sur Vincent, car lui, il est carrément dans la compilation Final Fantasy VII entièrement. Il a un jeu dédié à lui, et lui, il a un plus gros background que celui de Yuffie. Bien sûr, après tout ça, ce n'est que des spéculations et ce n'est que mon avis. Pour Vincent, je reviendrai à la fin. Si le déroulement de Final Fantasy VII Remake, on s'est arrêté aux portes de Midgar pour l'open world, moi, comment je vois ça? En fait, ce que j'aimerais, c'est un clin d'œil de la part de Square Enix. Par exemple, nous refaire le même open world, bien sûr, en beaucoup plus beau, je ne pense pas, car Square Enix n'a pas le temps de faire un vrai open world qui va nous permettre de visiter par-ci, visiter par-là. Oh non, je pense que ça va être le même open world que celui de Final Fantasy VII. Une fois que tu seras sur la map monde, tu auras des chemins, tu pourras aller à gauche, à droite et aller directement dans le village. Mais imaginez, moi franchement, ça me ferait plaisir, c'est qu'on refasse cette map monde en beaucoup plus beau, bien sûr. On revoit les personnages en plus petit
Et là, tu as des petits combats aléatoires dans la map monde et ensuite tu vois la ville de loin. Si c'est pour un clin d'œil, moi je dis ok, mais ça doit être super bien fait. Parce que beaucoup de monde espère avoir un immense open world, ce que je ne pense pas. Franchement, le temps que ça leur a pris pour faire juste la Midgar, ça va être chaud. Ouais, mais calme, maintenant ils ont déjà tout ce qu'il faut niveau gameplay, niveau personnage. Oui, visite et tout, on a tout Midgar, mais tout le reste, il faut le créer encore. L'histoire doit être créée, les nouveaux personnages, ça va prendre du temps. On n'a même pas l'once d'une date de sortie ou même un bribe. On n'a rien, on ne sait rien. Là, encore une fois, c'est de la spéculation que je fais avec vous sur Facebook surtout ou aussi sur Twitter. N'hésitez pas à venir sur mon Twitter, hein, Final Gear. De toute façon, je mettrai tout ce qu'il faut. Et on peut discuter de ça. C'est surtout sur Facebook, on vient en privé. Ouais, Cal, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, si on me propose un open world de dingue, moi je demande que ça, bien entendu. Mais on n'aura jamais le temps. Ils n'auront jamais le temps de mettre ça en place, car il y a plusieurs parties qui est derrière. Chaque jeu et chaque partie du remake est un jeu en lui-même. Je pense qu'ils vont garder ce système de world map de Final Fantasy VII et j'en suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs et eux, ça va leur faciliter la tâche. Mais encore une fois, cela doit être bien fait. Si on suit la trame scénaristique de Final Fantasy VII, la prochaine destination est la ville de Kalm. Ce qu'il faut savoir sur cette ville, avant de commencer, c'est que c'est la ville natale de Vincent Valentine, mais aussi de Veld, l'une des têtes pensantes de Avalanche. Déjà, rien qu'avec ça, si ils y pensent, on peut déjà avoir des bribes d'informations sur Avalanche. On va arriver à Kalm, par exemple, et Barrett va nous raconter, ouais, voilà, ici, une des fondatrices de Avalanche, eh ben, elle est née ici, c'est ici que tout est parti d'Avalanche. Ce serait bien, ça nous ramènerait un nouveau scénario et ça va plus développer cette visite à Kalm. Parce que ce qui est important dans la ville de Kalm, ça va être que c'est après être sorti de l'open world, c'est la première fois que nos amis vont être à l'hôtel et qui vont poser les bases de l'histoire du passé de Cloud. Où Cloud va nous raconter que c'est un soldat, qu'il était aux côtés de Sephiroth et que c'est pour ça qu'il est parti après tout ce qu'il... Mais en fait, là, tout ce qu'il est en train de nous faire, il est en train de nous raconter l'histoire de Zack. Mais lui, il est spectateur de ça parce que lui, il ne fait partie que de la milice. À ce moment-là, Square Enix va nous donner beaucoup de flashbacks parce que ça va être une conversation super importante. Le village de Kalm, lui aussi, recèle un secret. Mais on va revenir juste après ça. Dans le sens où c'est le moment idéal, tu commences le jeu, tu introduis Sephiroth. Ah oui, c'est le but parce que c'est à ce moment-là qu'on va apprendre l'histoire. Comment il était, comment il se portait avec Cloud vu qu'il se prend pour Zack. On va pas nous dire qu'à ce moment-là, c'est Zack. Il va raconter son histoire à tous ses collègues et on va en découvrir plus sur Sephiroth. Nous, on connaît déjà, tu vois, on sait déjà tout ça. Mais à ce moment-là, quand Cloud va nous raconter tout ça, on aura des nouvelles scènes avec des paroles. On va voir, ça a été fait dans Crazy Score, on est d'accord. Mais là, ça va être sûrement sur PS5, obligatoire. Je pense pas qu'ils vont faire ainsi. Ils sont cons. S'ils sont pas cons, ils nous font ça sur PS5 et puis point barre. Et on va avoir un truc épique avec des cinématiques. On va pouvoir aller rentrer en immersion, découvrir plus sur Sephiroth, mais surtout, pendant qu'il va raconter, peut-être que Cloud va voir le fantôme de Sephiroth, tu vois. Ah, tu ne leur racontes pas la vérité, tu vois. On ne sait pas, je ne sais pas, je ne fais que délirer. À un moment, tu vois, il est en train de raconter l'histoire, et puis il finit de raconter, et puis tout le monde doit aller au lit, et puis lui il sort, je sais pas ce qu'il fait, et puis Sephiroth, il arrive à côté de lui, et ben lui dit comme ça, alors tu ne leur as pas dit la vérité, et puis lui va dire quelle vérité? Tu le sais très bien, puis il va faire ah! Pourquoi? Parce qu'il ne se souvient plus de son passé. Mais ça va nous montrer encore qu'une fois Sephiroth est au courant de tout. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de Final Fantasy VII, ils vont péter un câble parce qu'ils vont déjà se douter de quelque chose. N'oublions pas que Final Fantasy VII Remake est beaucoup en avance sur son histoire. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent avant. Je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, mais voilà, c'est pour faire un petit rapprochement et c'est pour donner de la nouveauté pour les anciens joueurs. Parce que si c'est pour visiter et ne rien découvrir, pot de balle, ça sert à rien. Mais voilà,
c'est une occasion, calme, c'est l'occasion d'avoir le repos du groupe. Ils vont se mettre dans la chambre d'hôtel. Cloud va leur raconter son histoire en tant que soldat à l'époque. On va en apprendre plus sur Sephiroth. Peut-être qu'on aura une apparition de Sephiroth pendant qu'il raconte l'histoire, tu vois. Alors tu ne leur dis pas là, tu vois, des trucs comme ça, ce serait génial. Et vu que dans Final Fantasy VII, calme, on passe vite à côté, on apprend quelque chose, mais là, ce serait l'occasion d'approfondir la ville. Parce que là, n'oublions pas que dans l'histoire de Final Fantasy VII, calme, c'est une ville, on a l'impression qu'elle est prospère, qui est d'accord d'être avec la Shinra. Et en fait, on sait exactement que c'est pas vrai. La Shinra est totalement en domination sur la ville de Kalm, tout simplement parce que s'ils sont pas contents, on vous enlève l'énergie Mako et c'est réglé. Au revoir. Ciao. Et on peut mettre des quêtes secondaires pour en découvrir plus sur la ville, pour en découvrir plus sur la Shinra, pour voir les manigances. C'est l'occasion idéale d'approfondir les personnages. Calme et aussi Avalanche. Peut-être qu'on aura des infos sur Vincent. On ne sait pas, on peut rêver. Bien sûr, tout ça, c'est que de l'extrapolation. Ensuite, juste un peu plus loin, quand ils vont commencer à partir de la ville, ils vont rencontrer les Turks. Ils vont rencontrer Elena, un nouveau membre du groupe Turks qu'on ne connaissait, qu'on n'a pas vu dans Final Fantasy VII Remake. C'est la blonde, celle qui remplace Sisei dans Crazy Score. La rouge, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est Sisei, ouais. Normalement, c'est Sisei. Il y aura Rude et il y aura aussi Tseng. Tseng, on l'a vu dans Final Fantasy VII Remake, je pense, que dans les flashbacks d'Iris. Si je me trompe pas, est-ce qu'on l'a vu autre part? Je me souviens plus. De toute façon, je vous écrirai si oui ou non, parce que là, il faut que je refasse Final Fantasy VII Remake. Je sais, il y en a beaucoup qui me demandent de faire le let's play de Final Fantasy VII Remake. On verra. À la limite, je ferai un sondage. Ceux qui veulent que je le fasse, je le ferai, c'est pas un problème. On verra. Mais à ce moment précis de l'histoire, le groupe va avoir une information capitale de la part d'Elena. C'est que cette conne, sans faire exprès, elle va leur donner du grain à moudre pour suivre la trace de Sephiroth. Grâce à elle, le groupe sait où aller pour découvrir où se trouve Sephiroth. C'est un moment très important car il y a un nouveau membre du Turks. Ils vont apprendre un nouveau pan d'histoire pour nous, pour la suite. Et c'est très important et j'espère que ça va vraiment être une mise en scène nickel. Mais pour ça, franchement, on a eu la preuve dans FF7 Remake que la mise en scène était géniale. Oh oui, génial. Ensuite, après ça, Cloud et son groupe vont arriver où? À Junon. Junon, on la voit aussi dans Crazy Score, Final Fantasy VII. C'est une base militaire de la Shinra. C'est une ville qui a à peu près la même superficie que Midgar. Elle aussi, elle a un côté en dessous pauvre, une plaque et au-dessus tout ce qui est la militaire, la famille des militaires, etc. La pollution est très élevée. Le moral des habitants sont au plus bas. Beaucoup sont très malades. Et on voit encore pire que dans Midgar. Et ça, je suis impatient de retrouver ça. Parce que ça va être... parce qu'on doit avoir un choc comme à Midgar. Et ça, j'en suis sûr qu'ils vont bien le faire. À ce moment-là, aussi à Junon, on pourra découvrir plus sur les militaires de la Shinra. Surtout quand dans le set, tu vois qu'on doit participer à la fanfare. Et ce que j'aime bien, c'est que normalement, Cloud, il sait faire ça parce que c'est un milice. Il faisait partie des soldats, il faisait partie de la milice. Et normalement, quand ils font le défilé en l'honneur de Rufus, qui est devenu le président de la Shinra, je suis curieux de voir comment il va faire Cloud, parce que normalement, Cloud, il connaît déjà tout ça. Mais bon, vu qu'il a oublié, on va lui laisser le bénéfice du doute. Bon, dans Junon, il va se passer toutes des petites péripéties. Je ne vais pas rentrer dans le détail dessus. Le but du groupe aussi, c'est de partir de Junon et d'entrer dans un bateau clandestinement pour pouvoir bouger dans leur autre destination qui est d'autre que Corée. Dans ce bateau, ils vont rencontrer Sephiroth, mais nous, à ce moment du jeu, on croit que c'est Sephiroth, mais c'est pas Sephiroth, c'est une partie de Genova. Et normalement, on va devoir avoir un combat épique sur le bateau. Et après ça, on va pouvoir arriver à Corée, c'est le village natal de Barrett. Leur objectif, il est simple en fait. Ils ont découvert qu'ils doivent aller au Golden Saucer parce que c'est là où ils vont trouver la trace de Sephiroth. Mais pour ça, ils doivent passer, comme je l'ai dit, par Corée, le village natal de Barrett. Et une fois qu'on va arriver dans ce village, Square Enix, je veux sentir que c'est un village de pauvres.
Je veux sentir la détresse dans ce village, je veux sentir la morosité et surtout ça va être un pan scénaristique énorme pour Barrett. On va en apprendre plus sur le passé de Barrett, comment il a perdu son bras, comment la Shinra s'est introduit dans leur ville en leur promettant monts et merveilles avec l'installation d'un réacteur Mako qui va foutre en l'air toute leur ville. Ça, il faut vraiment préciser, il faut vraiment mettre de l'émotion parce que ça va être un pan de scénario indispensable pour Barrett et ça va être juste exceptionnel pour le développement psychologique du personnage de Barrett. Parce que normalement, on va devoir voir un Barrett énervé, inquiet, à la fois triste et putain, ça peut être épique à souhait. C'est à chaque fois des petites parties de ville qu'on va traverser pour arriver jusqu'à Nibelheim. Ensuite, dans ce truc, on aura toute l'histoire de Dane, comme quoi voilà, il aurait perdu la tête, et soi-disant avec sa femme et tout le bazar. On va apprendre que c'est lui le père de Marlène et que Barrett, en fait, il a recueilli sa fille une fois qu'il est mort, parce que lui il pensait qu'à l'époque il était mort, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, on a l'envolée vers le Golden Saucer. Alors là, oh, ils n'ont pas intérêt à se foirer. Parce qu'on a vu, ceux qui ont joué à Final Fantasy XIV, on peut voir déjà à quoi ressemble le Golden Saucer. Mais on va dire dans plus une activité MMORPG. Mais là, ça doit être énormissime parce que quand nous on jouait à Final Fantasy VII et que la première fois on a pris le Tyrfest, je sais pas comment, le petit avion sur câble pour nous amener au Golden Saucer et on avait la musique, ça doit être épique. Je dois sentir que quand je vais rentrer au Golden Saucer, je peux m'amuser. Ils doivent mettre des attractions, ils doivent nous faire passer du temps dans le Golden Saucer. C'est vrai que dans Final Fantasy VII, tu pouvais y passer du temps, gagner des techniques, mais je vais pas vous mentir, moi je suis pas resté longtemps dans le Golden Saucer. J'étais tellement pris dans l'histoire que je voulais vite tracer. Mais imaginez qu'ils nous rajoutent des récompenses, qu'ils rajoutent des jeux, vous comprenez? Ce serait génial, ce serait génial. À ce moment-là, ouais, c'est au Golden Saucer qu'on peut récupérer ce crevé de Kite-Seat. Ouais, je me suis trompé tout à l'heure parce que c'est au Golden Saucer qu'on peut récupérer Kite-Seat. Maintenant, est-ce que Kite-Seat... Moi, je dis que le personnage jouable dans Final Fantasy VII Remake, ça va être Kite-Seat, qui va rentrer proprement dans le groupe. Par contre, s'il vous plaît, la peluche, il faut lui donner un autre design. Ça allait sur PlayStation 1, mais ça va pas le faire du tout, hein, franchement. Moi, je déteste ce personnage. Le chat, je l'aime bien, hein. Surtout quand je l'ai revu dans Tears of Cerberus, mais la poupée en elle-même, elle m'énerve. Et lui, ça va être le personnage qu'on va récupérer pour jouer tout simplement. Voilà. Et dans le Golden Saucer, on doit voir la trame scénaristique qui commence, c'est-à-dire quand on voit les traces de sang, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais voilà, le Golden Saucer, ça doit être une partie hyper importante. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, une fois que tout ce qui est passé dans le Golden Saucer est terminé, ils vont tomber dans la prison du désert. Là, on va de nouveau jouer avec Barrett parce qu'on va découvrir l'histoire de son meilleur ami. Il va y avoir un duel. Je veux que ce duel soit épique. Je veux voir la souffrance dans les yeux de Dane. Peut-être qu'on va en apprendre plus sur Marlène. Sûrement qu'on va peut-être plus détailler qui était sa mère. Parce que comme je l'avais fait, j'avais fait une vidéo théorie à l'époque. Peut-être que Marlène, c'est une ancienne. C'est une de ses traces par sa mère. Peut-être qu'ils vont nous rajouter ça à ce moment-là. Ce serait juste énorme. Ce serait un putain de clin d'œil de ouf. Parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut. Marlène, pour moi, c'est une ancienne. Elle a tout ce qu'il faut pour être une motherfucking ancienne. Eh ben, c'est le moment de rajouter ça. Ça ne va rien changer à l'histoire. Dans le sens où tu rajoutes ça ou pas, l'histoire peut continuer comme d'habitude, vu que Marlène n'est pas là. Ensuite, on a tous ces événements avec Barrett et son pote. Ça veut dire que Corey, moins le Golden Saucer, beaucoup moins même, mais voilà, la prison du désert, c'est full Barrett. C'est le moment pour travailler sur Barrett, mais à donf. Ensuite, après le Golden Saucer, tout ce qui se passe, ça va être, on va arriver au village on va arriver au village Gongaga. Si ceux qui savent, c'est le village natal de Zack Fair. C'est là qu'il est parti pour aller rejoindre la Shinra. Il a laissé ses parents en plan. D'ailleurs, dans Final Fantasy VII, on rencontre ses parents et à un moment même il discute avec là pour dire ouais, notre fils aussi, il est parti pour devenir un soldat. Il s'appelle Zack Fair. Est-ce que tu le connais? Et vu que
Cloud a pris son histoire et il a mélangé la sienne. Il ne connaît pas Zach. Normalement, il aurait dit, ouais, je connais, c'est mon meilleur pote, mais non, parce que là, il est encore pété par le maco, il n'a pas ses propres souvenirs. Mais j'espère, mon Dieu, s'il vous plaît, qu'à ce moment précis dans l'histoire, on va avoir des flashs, on va avoir un Cloud qui a mal à la tête, et on va voir Sephiroth qui va le dire, alors tu essaies de te souvenir, ou des conneries comme ça, et tu es sûr que c'est ton histoire, tu vois, qui le manipule. Je veux voir ça, parce qu'à ce moment-là, dans le 7, je l'ai excusé, on n'est pas resté trop longtemps là-dessus, mais dans Final Fantasy Remake, ils doivent absolument, quand on arrive à Gongaga, on doit avoir Cloud, une fois qu'il va entendre Zach, il doit avoir mal à la tête. Et normalement, Iris est dans notre groupe à ce moment-là. C'est le moment idéal pour qu'elle-même, ah ouais, Zach, blabla, je le connais, blabla. Et vu que d'après toutes les théories, c'est pas que la mienne, elle sait tout, peut-être qu'elle va dénicher des informations. Peut-être qu'elle va demander, ah, est-ce qu'il est vivant, votre fils? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas pris contact avec vous? Parce qu'elle, elle sait qu'il a changé, elle a changé le destin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le moment de mettre des twists de ouf, malade. C'est vraiment Square Enix, si vous voulez nous en mettre plein la vue. C'est le bon moment, mais de ouf. Encore une fois, tout ça, c'est mon plan à moi. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que parce que j'ai dit ça dans la théorie, ça va arriver. Non, c'est mon plan, c'est mon ressenti, c'est mon petit de fanboy. Vous voyez, vous avez voulu mon ressenti, vous voulez ma vision des choses, eh ben je vous la donne. Et s'ils font ça, c'est hyper génial. Iris, ça va parler de Zach automatiquement, Chloé de faire parce que déjà quand ils étaient dans le parc, elle parlait de Zach, elle apprenait son nom, mais nous on l'a pas entendu et lui il a eu direct mal à la tête. C'est bon, ça peut nous amener des scènes de ouf. Après cela, on va continuer dans la map monde. Normalement, on aura déjà rencontré Yuffie, mais Yuffie, je pense pas qu'on l'aura dans cette partie 2. Je pense pas, c'est trop tôt. Et après, en fait, ça dépend de la taille du jeu. Là, c'est moi, je me dis, ils vont faire une partie comme la une, même temps de jeu, sauf que c'est pas que Midgar, il y aura plusieurs zones à visiter. Ensuite, c'est le Canon Cosmos, c'est le Cosmos Canyon. Ouais. Là, on va en découvrir plus sur Nanaki, vu que maintenant il est officiellement dans notre groupe et qu'on peut le jouer. On va en découvrir plus sur son grand-père, sur le père de Nanaki. Mais là, c'est là où maintenant je veux en venir, c'est normalement Bugen Nagen, le grand-père de Nanaki, c'est là qu'il doit nous parler de la Gaïa, de la planète, comment elle fait pour se régénérer, quand les humains ils meurent, ils prennent l'énergie vitale, il y a une autre truc qui passe, parce que la Shinra nous a déjà expliqué ça dans le truc en 3D là. Ça veut dire que s'ils refont cette scène avec Bugen Nagen, ça va être un doublon. À part si au moment ils font un twist comique, il leur dit ouais alors Gaïa ça marche comme ça. Oh c'est bon le vieux on sait ça, on a vu ça dans la Shinra. Là ça peut donner une scène rigolote, mais d'un côté ça va casser un moment épique du jeu. Ah ouais, ah oui, quand Bugen Nagen on rentre dans son truc là et qui nous montre tout ça, on était flashés, mais on a déjà vu ça. C'est ça le souci. Est-ce qu'ils vont refaire un doublon? Posez-vous la question. Et imaginez nous proposer Square Enix. Moi, à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour nous rentrer d'autres histoires, d'autres intrigues. Ce serait le moment idéal. Mais cette partie va plus se concentrer, je pense, sur Nanaki et le fait qu'il a honte de son père, etc. On connaît l'histoire de son père. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça va être vraiment le moment de se concentrer sur Nanaki. Ça veut dire que dans ce partie 2, on va se concentrer sur Barrett. On va se concentrer sur Nanaki et normalement, une fois qu'on va arriver à Nibelheim, là, ça va être la grosse partie pour officialiser Vincent. Parce que c'est là où on arrive à Nibelheim et là, à Nibelheim, ça doit être le point de chute. Pour moi, le jeu doit prendre un tournant là parce que c'est à ce moment précis que Cloud il va commencer à péter un câble, des choses comme ça et là, on doit voir Sephiroth mais à Donf. À Donf parce que déjà dans le remake on voit Sephiroth qui explique à Cloud ouais, quand ta mère elle est morte et je l'ai vu périr dans les flammes et tout le bazar, on doit nous montrer que c'est impactant. Je suis impatient de voir les dialogues qu'ils vont avoir, les conversations qu'ils vont avoir Cloud et Sephiroth à ce moment précis. C'est quand même son village. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, lui quand il va arriver dans le village, normalement le village doit être détruit.
dans ses souvenirs, il doit être détruit parce que n'oublions pas qu'il s'est fait, quand lui il est arrivé dans Crazy Score avec Zack, le village a effectivement été brûlé par Sephiroth, mais eux après quand ils sont rentrés en contact, ils sont fait capturer par Hojo, ils sont restés 4 ans. Faut pas oublier ça, ils sont restés 4 ans et où ils ont fait des expériences sur eux. Ça veut dire que pendant cette période, la Shinra est venue et elle a reconstruit Nibelheim. On n'oublie pas ça. Ça veut dire que quand lui il va arriver ici, il va se dire comment ça se fait, normalement tout a brûlé, tout le bazar. Mais lui parce qu'il se souvient pas à ce moment-là. À ce moment-là, lui quand il a retraversé le village avec Zack, il a vu, il a dit oh putain, c'est déjà reconstruit tout le bazar, tu vois ce que je veux dire. Alors lui, il n'a pas connu ça, il est encore dans les vapes. Pour lui, normalement, c'est pas normal. Et c'est là qu'on va commencer à voir plus des hommes en noir qui vont nous parler de la Réunion. Mais une fois qu'on va rentrer dans le manoir de Nibelheim, là, la quête de Vincent doit commencer. Moi, ce que j'aimerais, c'est que durant le jeu, on nous donne des indices sur Vincent, qu'on nous parle de Vincent. Imaginez tout simplement que les Turcs vont nous parler de lui. Oui, avant, il y avait un Turc qui s'appelait Valentine et tout le bazar. Il lui arrivait ça, des petites bricoles, mais sans trop rentrer dans le détail. Le gars, il a disparu. Et petit à petit dans le jeu, on implore jusqu'au... On sait qu'il est à Nibelheim. On sait qu'il est dans le manoir. Parce que pour moi, ce serait vraiment con de tomber par hasard dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment justifier que Vincent doit être un personnage important dans le groupe. Parce qu'il ne peut plus être optionnel, comme je l'avais dit au départ. Parce que maintenant, Final Fantasy VII Remake fait partie de la compilation de Final Fantasy VII. On est d'accord, ce n'est pas un jeu Final Fantasy VII, c'est un jeu à part qui fait partie de cette putain de compilation. Ça veut dire que, en sachant cela, les gens connaissent déjà Vincent. Ils ont peut-être pas joué à Dirge of Cerberus, mais ils connaissent son histoire. À force des années, il y a eu des vidéos qui sont sorties sur YouTube. Il y a un YouTuber qui déglingue aussi sur Final Fantasy qui s'appelle Final Gear qui en parle. Et il faut le suivre, ce mec, il faut le suivre. Oh, s'il vous plaît, suivez-le. Non. Mais voilà, pour vous dire que maintenant, Vincent a attrapé une aura. C'est un personnage à part entière du groupe. C'est pour ça que c'est à ce moment-là, il ne faut pas le foirer. Il ne faut vraiment pas le foirer. Quand on va faire tout ce qu'il y a à faire dans Nibelheim et que peut-être qu'à un moment on va nous dire ouais maintenant il faut retrouver ce Vincent, à ce qui paraît il est dans le manoir, on l'a vu la dernière fois c'était à Nibelheim, je sais pas quoi, et là on a toute une quête à faire pour le rencontrer. Depuis ce moment-là on a fait beaucoup de villages, on a fait déjà beaucoup d'endroits, ça veut dire que Square Enix ils ont bossé beaucoup de choses dans l'histoire. Moi je pense qu'à ce moment-là ils vont arrêter l'histoire dans le sens dès qu'on va déverrouiller Vincent, ça va être comme Nanaki ou Red 13 dans le remake 1, partie 1, il va devenir un guest, ça veut dire qu'il sera dans ton équipe obligatoirement, ou tu peux le changer avec les autres, c'est toi qui vois, mais tu peux pas le jouer. Tu peux pas le jouer. Et à ce moment-là, il y aura toute une scène en plus. Ce serait bien qu'en fait, hein, dans chaque fin de partie, il nous rajoute un twist de malade. Parce qu'après, normalement, il y a Rocket Town. Et Rocket Town, c'est Sid. Mais est-ce qu'ils vont rajouter 3 personnages d'un coup sur la partie 2 ? Moi, je demande que ça. Moi, plus il m'allonge l'histoire, mieux c'est. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, la partie 2, elle doit terminer à la mort d'Aeris. Je demande que ça. Mais ça va demander un boulot monstrueux. Il va sortir quand ce putain de jeu ? Quand est-ce qu'il va sortir ? Moi, je me dis, personnellement, s'ils nous remplissent bien l'histoire, c'est que soit ils finissent à Nibelheim, on a Vincent, on va chercher Sid, et puis après on a le Wutai, on a la Cité des Anciens. L'idéal, c'est qu'ils finissent sur la mort d'Aeris, mais ça doit être un twist de ouf. C'est ça le problème, c'est que Vincent doit apporter une importance capitale dans le jeu. Parce qu'il connaît les trucs d'Hojo. C'est Chaos, même s'il ne le sait pas. Il y a Lucrezia Crescent, c'est la mère de Sephiroth. Il connaît les magouilles de la Shinra. N'oublions pas qu'il apparaît aussi dans Final Fantasy XVI Before Crisis. C'était un jeune Turc à ce moment-là. Mais voilà, il y a trop de trucs. Et à ce moment-là, c'est l'idéal pour aussi ramener Vincent. N'oublions pas que... Qu'est-ce que je raconte ? N'oublions pas qu'aussi, c'est le moment de ramener Zack. Il est en vie, Zack. Et dans la partie 2, on doit le voir. Parce qu'ils nous l'ont teasé de dingue à la fin de la partie 1. Ça veut dire qu'il doit avoir
un rapport dans la partie 2. Et ça veut dire plus d'événements, plus d'histoires. Moi, je dis que la mort d'Aerys, ça sera à la partie 3. Mais le problème, la partie 3, c'est que la fin du premier CD, c'est trop. Si au moins on savait combien il y aurait de parties, au moins on pourrait spéculer sur l'ordre de tu fais ça, tu mets ci, on s'arrête là. Par exemple, tu me dis, ouais, il y aura que 3 parties. Ok, la partie 2, tu t'arrêtes à la mort d'Aerys. Et toute la partie 3, eh ben, tu fais jusqu'à la fin du jeu. S'il y a 3 parties, parce que n'oublions pas que le CD3 de Final Fantasy VII Remake, de Final Fantasy VII original, il n'y a quasi rien. Tu vois, c'est la fin du jeu, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques et c'est pour ça qu'ils en ont fait un CD complet. Mais le 3e CD et le 2e CD, ils peuvent se mettre en un Blu-ray, tu vois. Mais il faut bosser, mais j'espère que ce ne sera pas bâclé. Là, c'est vraiment des pistes de réflexion que je vous donne, mais les points centraux de la partie 2, ça doit être Vincent. Il faut légitimer Vincent en tant que personnage non optionnel. On doit, et le seul moyen de faire ça, c'est que dans la partie 2, on te parle de lui. Parce que tu peux pas venir, ouais, d'un côté, Nanaki aussi, ça a été fait. Mais Nanaki, c'est un personnage officiel de base. Il n'a pas le même travail, il n'a pas eu le même bazar que Vincent. Vincent, vu que maintenant c'est officiel, les gens qui ont joué à Crazy Score, à Dirge of Cerberus à l'époque, maintenant qu'il y a eu des infos, pour eux, Vincent, c'est un personnage de la licence. C'est plus un personnage optionnel. C'est pour ça que Square Enix doit travailler ça, mais de ouf. Il faut pas qu'il foire l'entrée de Vincent dans le groupe. Personnellement, l'idéal, c'est d'aller jusqu'à la mort d'Aerys. C'est-à-dire la mort d'Aerys, quoi. Mais ça va demander du taf de ouf. Le jeu va être long. On ne peut pas qu'on doit mettre un open world. On doit mettre le Golden Saucer. Moi, je demande que ça. Hein. Franchement, moi, je demande que ça. Mais si tu vois la logique des choses, comme ils ont fini avec le remake, à la fin du remake, Nanaki, ça a été une guest. Tu n'as pas pu jouer avec lui. Et moi, je me dis que Kite Seat, déjà, ils vont être rajoutés. Normalement, dans l'histoire, ça va être un personnage jouable directement. Tu peux. D'un côté, Kite Seat, tu peux le mettre en guest, moi, je pense. Tu peux le mettre, ouais, il vient de temps en temps t'aider, à part dans les moments clés. Dans la cité, tout le bazar, il doit être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il a des choses, il doit être là. Mais personnellement, si c'est un personnage secondaire, je m'en bats les steaks parce qu'il faut plus se concentrer sur Vincent et sur Sid. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on va s'arrêter ici pour mon point de vue sur la suite. Mais c'est, voilà, j'invente, j'extrapole parce qu'on n'a rien encore. On n'a rien du tout. Et n'oubliez pas qu'il faut encore mettre Zack dans l'histoire. Faut pas oublier ça, mais là, c'est trop prise de tête. Je ferai ça dans une autre vidéo, mais d'ailleurs, je l'ai déjà fait dans la théorie sur Zack. Mais voilà, moi, c'est des pistes de réflexion que je donne. Et après, vous aussi, dans les commentaires, sur mon Facebook, sur mon Twitter, n'hésitez pas à venir. Je suis plus sur Twitter que sur Instagram, je vous l'avoue. Mais je suis très actif sur Facebook. Alors n'hésitez pas à venir sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur le Discord pour en discuter. N'hésitez surtout pas. Et si vous avez des théories sur Final Fantasy VII Remake qui tiennent la route, que vous avez mûrement réfléchi, n'hésitez pas à me les donner. Je demande que ça. On arrête ici. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy VII Remake. Mettez un pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement. Ciao.